Mesdames et messieurs, merci de regarder Africa Télévision. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Une retraite de planification stratégique du système des Nations Unies a démarré ce mardi à Conakry. Les travaux de cette rencontre seront essentiellement consacrés à l'identification des priorités stratégiques auxquelles le système des Nations Unies peut apporter une contribution significative. Le point avec Buntorabi Keïta. Le plan cadre du système des Nations Unies 2013-2017 s'achemine vers sa fin en Guinée. Selon les spécialistes, la mise en œuvre de ce plan a été entravée par la maladie à virus Ebola. C'est pourquoi les cadres du département du plan et les partenaires au développement vont tenter de définir de nouvelles priorités pour 2018-2022. Et le système des Nations Unies compte accompagner d'abord les priorités formulées dans le plan national de développement social 2016-2020. Le système des Nations Unies travaille étroitement avec le gouvernement afin d'inscrire les priorités nationales identifiées dans le PNDS dans son document cadre. Cela devra se faire en tenant compte des avantages comparatifs des agences des Nations Unies et ceux des autres partenaires au développement intervenant dans le pays. C'est donc, mesdames et messieurs, pour vous montrer combien est lourde la tâche qui nous attend, pour le choix de certaines des priorités nationales que le système des Nations Unies devra adresser pour appuyer les efforts du gouvernement visant à faire de la Guinée un pays émergent et prospère d'ici l'horizon 2040. Durant 2 jours, les échanges porteront sur la formulation de nouvelles priorités. Avant la mise en œuvre de celles-ci, le secrétaire général du ministère du Plan ne doute guère de la volonté du système des Nations Unies à accompagner la Guinée. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le nouveau plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement de la Guinée définit la réponse collective, cohérente et intégrée de l'ensemble des agences, fonds et programmes des Nations Unies aux priorités et besoins nationaux de la Guinée. Ainsi, cet exercice nous offrira l'opportunité, à travers le nouveau plan des Nations Unies pour l'aide au développement de la Guinée 2018-2022, de renforcer la cohérence de la relance post-Ebola et la consolidation des acquis démocratiques. Ce en appui à la mise en œuvre du nouveau cadre national de planification du développement en cours d'élaboration et le plan national de développement économique et social. Ce nouveau plan quinquennal devra mettre l'accent sur les stratégies innovantes et les objectifs du développement durable. Le mouvement syndical guinéen autour d'une unité d'action était de nouveau réuni ce mardi au siège de la COSATREG. Objectif dénoncer le manquement qui a caractérisé la mise en œuvre de la grille indiciaire. La structure a aussi fustigé, dit-elle, l'incompétence affichée par la commission et le mauvais travail du département en charge de la fonction publique, avec la complicité, bien entendu, selon eux, de la CNTG et de l'USTG. Oumar Sow. Depuis son élaboration, la nouvelle grille indiciaire crée toujours des réactions au niveau des salariés et certains mouvements syndicaux. Pourtant, la mise en œuvre de cette grille devrait susciter un ouf de soulagement économique pour les fonctionnaires et la population en général. Réunis autour d'une synergie d'action, le mouvement syndical dit constater un résultat mitigé dans ses opérations. Constatant que la nouvelle grille salariale ou bien indiciaire a été sciemment conçue par les membres d'une commission occulte de suivi en accord avec le ministre de la fonction publique, nous a conduit à ce qui suit. 1. Fixation de la valeur du point indiciaire à 698 francs guinéens pour tous les fonctionnaires au lieu de 1030 pour les enseignants et 751 pour les médecins comme convenu. 2. Une discrimination négative sur l'application des 6 échelons au titre de 2014, 2015 et 2016. Une transposition injuste, incohérente et ridicule de la grille ancienne, de la grille
ancienne à la nouvelle grille. 4. Des centaines de fonctionnaires rétrogradés du grade 7 à des grades fantaisistes. 5. Un renversement total de la pyramide entre nouveaux et anciens fonctionnaires. L'unité d'action syndicale a par ailleurs réaffirmé sa détermination à dénoncer les tares qui appauvrissent les travailleurs et retraités de Guinée. Elle a aussi émis des exigences. 1. La mise à disposition de tous les bulletins de paye des mois de novembre 2016 et décembre 2016 aux fonctionnaires pour une meilleure lecture et demandant un audit intégral, indépendant à la fonction publique, au fichier général des agents de l'État et aux institutions de protection sociale dont l'INAMO et la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État. 2. Le retrait pur et simple du dit décret est de faire corriger toutes les lacunes par l'ensemble des leaders syndicaux sans exclusive. Le mouvement syndical a manifesté sa volonté, qui est celle de soumettre au gouvernement des propositions concrètes en vue d'une amélioration des conditions de vie et de travail des salariés. Le lieutenant Aboubakar Diakité Gitumba serait-il dans les verrous? En tout cas, c'est ce qu'a annoncé la presse dakaroise ce matin. L'ancien aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara aurait été arrêté ce lundi par la gendarmerie de Kolo-Balance, où il résidait depuis 2009. Toumba Diakité est inculpé par la justice guinéenne dans le dossier du 28 septembre et celui de tentative d'assassinat contre le président d'alors. Et à Conakry, cette arrestation est saluée par des citoyens. En tout cas, certains ont été rencontrés par notre rédaction. Suivez-les dans ce reportage d'Alcine Diallo. Après 7 ans de cavale, Toumba Diakité serait enfin dans les filets de la justice. L'ancien bras droit du président Dadis Camara a été arrêté dans la capitale sénégalaise, ce après un mois de filature selon les médias dakarois. Aboubakar Sidiki Diakité, de son vrai nom, est considéré comme l'un des présumés cerveaux du massacre du 28 septembre en 2009. Dans ce stade, une centaine de Guinéens ont été tués et des femmes violées. Ici à Conakry, cette nouvelle est saluée par des citoyens. Je pense que l'arrestation de M. Toumba Diakité est un ouf de soulagement, pas parce que nous sommes contre la personne elle-même, mais il se trouve que des milliers de Guinéens aujourd'hui qui ont été victimes des massacres du 28 septembre demandent à ce que justice soit faite dans ce dossier. Je dirais que pour l'avancée de la démocratie en Guinée, si son arrestation, n'est-ce pas, en fonction de ça, moi je préfère vous dire que oui, c'est salutaire. Arrêté, oui, mais quel sera désormais le sort de Toumba Diakité? Sera-t-il extradé en Guinée? Les autorités seront-elles en mesure de tenir ce procès du dossier du 28 septembre 2009? Pour les citoyens, avec la volonté des autorités de la Troisième République, rien ne saurait être impossible. Moi je pense que retrouver tous ces hommes-là en Guinée pour être jugés, je pense que c'est une occasion pour le président de la République qui s'est dit qu'il est Mandela. Je pense que c'est le temps de rendre justice, c'est le temps d'aider les Guinéens à voir clair dans ce dossier, dont lui-même aujourd'hui, beaucoup de Guinéens pensent que c'est lui qui est à la base du retard. Aujourd'hui, je pense qu'on a un État, on a des institutions républicaines, on a des forces de sécurité et de défense, donc nous sommes capables de faire ramener tous ceux qui sont impliqués. Pourquoi pas? Ailleurs, ça s'est fait. Aujourd'hui, Sanogo est en train d'être jugé, comment on appelle, au Sénégal, à Bamako, alors qu'il a été à un moment donné chef d'État et il avait ses hommes. Pour le directeur de la communication du ministère d'État de la Justice, Gardesso, cette arrestation de Toumba Diakité est l'aboutissement du mandat d'arrêt émis par la justice guinéenne. Je l'ai pris comme tout le monde, je n'ai pas été surpris de son arrestation parce que c'est le travail déjà lointain des juges guinéens qui ont désormais un mandat d'arrêt international. Mais je ne peux pas en parler plus sinon que répéter ce que le ministre de la Justice a dit à l'Assemblée nationale en session budgétaire. Il a dit que nous avons presque fini la période préparatoire du jugement, c'est-à-dire l'information judiciaire. L'année 2017 sera vraiment la période de jugement. En attendant que Toumba Diakité et tous les autres cités dans ce dossier soient jugés, les victimes, elles, saluent cette arrestation.
Un mot de santé dans cette édition par l'obésité, un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur en Afrique, notamment en Guinée. Elle consiste, selon certains spécialistes, l'un des facteurs de risque majeur du diabète et autres maladies non transmissibles. Pourtant, il existe, au dire de ces mêmes spécialistes, des solutions simples et pratiques qui permettent de lutter contre l'obésité. Diao Bachir. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'obésité se définit comme un excès de masse grasse qui entraîne des conséquences néfastes pour la santé. Aujourd'hui, ce phénomène touche presque la quasi-totalité de la planète. Selon toujours cette institution, 28 millions de personnes décèdent chaque année de leur obésité. En Guinée, l'obésité est également une réalité préoccupante, car elle demeure l'un des facteurs de risque majeur du diabète. Selon professeur Nabi Moussa Baldé, le bouleversement de nos habitudes alimentaires en est l'une des principales causes. Dans les enquêtes que nous avons, on voit bien que les Guinéens, malheureusement, mangent trop gras, trop sucré, trop salé et ne font pas assez d'exercice physique. Et quand vous regardez aussi le contenu de cette alimentation, vous constatez qu'il ne comporte pas suffisamment de fruits et de légumes, en dépit du fait que notre pays est un des pays producteurs de ce type d'aliments. Quelles habitudes alimentaires faut-il adopter pour réduire ou éviter l'obésité et d'autres maladies non transmissibles? Il faut manger un peu plus équilibré avec un peu plus de fruits, de légumes et un peu moins de produits gras, de produits sucrés et un peu moins de sel. Malgré donc que le pays soit l'un des producteurs de fruits et légumes, l'on rencontre en Guinée des personnes de plus en plus obèses. La polygamie, une pratique conjugale soutenue par le Coran pour le monde musulman, ce livre saint autorise d'épouser jusqu'à 4 femmes, mais à condition. Elle est aujourd'hui respectée par les partisans de la polygamie ou d'ailleurs. Quelle perception les gens ont de cette pratique? Les réactions dans ce reportage de Oumi Kamara. La polygamie est un phénomène assez répandu en Afrique, surtout dans les pays où la religion musulmane domine. Et souvent, c'est le besoin d'une main-d'œuvre abondante qui pousse les hommes à prendre 2 à 4 femmes. En Guinée, malgré son interdiction par le code civil, mais non appliquée, certains hommes sont polygames et les raisons sont diverses. Après 9 ans. Pourquoi le second mariage? La première femme, il y avait des choses qui manquaient. Il y avait beaucoup de choses qui manquaient. Compte tenu de quoi? Il n'y avait pas la paix du cœur. Il n'y avait rien qui manquait comme financièrement. Tout allait bien. Donc les petits chichis à la maison, ça pousse à l'homme d'avoir une autre femme. Pour M. Barry, être polygame n'est pas un problème. Il suffit juste de trouver un moyen de gérer le foyer. Et lui, sa politique, éviter de faire vivre les épouses sous le même toit. La navette entre les deux épouses, ça ne dérange pas. Hein. Ça dérange sauf que si l'homme n'est pas honnête. Quand l'homme est honnête, tu as peur de Dieu, tu es conscient que c'est toi qui as envoyé les 2 femmes là, il faut que tu les traites équitablement. Je pense que tu as la paix du cœur. Si la conscience ne te reproche de rien, tu n'as aucun problème. Contrairement à M. Barry, Chérif lui se montre hostile à la polygamie. Ce dernier préfère épouser une seule femme pour éviter des ennuis. Que ces 2 femmes mettent des enfants au monde, vous vous dites quelque part que ce n'est pas facile économiquement de gérer ces 2-là en même temps. Alors, les enfants vont être nombreux, hein, ça c'est un. Et les 2 femmes déjà se regardent en chien de faïence. Hein. Et ça amène des problèmes, d'énormes problèmes dans le ménage. Par jalousie, amour ou pour le souci d'un équilibre familial, cette dame qui a voulu garder l'anonymat s'oppose catégoriquement à la polygamie. Je n'aimerais jamais partager mon mari avec une autre femme. Parce que d'abord c'est source de problèmes et surtout avec les enfants. La polygamie c'est seulement que des problèmes parce que je prends un exemple. 2 femmes dans une même maison avec les enfants de même père mais pas de même mère, ce ne sont que des problèmes, des cris et c'est pas facile. Ce qui n'est pas le cas pour Madame Aminata Souma. Pour elle, l'harmonie dans une famille polygame nécessite le respect mutuel. Je ne suis pas rentrée avec force. J'ai observé tous les mouvements de la première femme jusqu'à ce qu'on s'est comprise. Donc finalement, on se comprend et il y a la fréquentation et la paix. Tout va bien entre nous.
Au dire certains observateurs, la polygamie peut être à la base des discordes dans des familles polygames. Une question, cependant, se pose, c'est celle de souci, si en gros la polygamie est-elle bénéfique ou source de problèmes, quand on sait que dans certaines familles polygames, l'harmonie est mutuelle. Plus de mobilisation autour de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. Artistes, responsables d'agences, de spectacles et d'ONG comptent également contribuer à la réussite de cet événement littéraire. Des candidates à l'élection Miss Guinée 2016 s'invitent également dans la danse. C'est une dizaine de projets qui ont été soumis ce lundi au commissariat général de Conakry, capitale mondiale du livre. Ça, à Lyon-Boulon. Alors, Guinéens et Guinéens, mobilisons-nous pour sa réussite. Africains et Africaines, mobilisons-nous pour sa réussite. Génos, lisons le livre, il nourrit notre esprit. Oumar Kamara est l'un de ces nombreux hommes de culture qui souhaitent embellir la fête Conakry, capitale mondiale du livre. Il ne chante pas, mais il possède cette faculté de composer des chansons qu'il met à la disposition de ceux qui ont le talent de chanter. Le compositeur scénariste vient juste de matérialiser cette ambition et le projet a été soumis au commissariat général de Conakry, capitale mondiale du livre. Le choix de ma Guinée est un bonheur pour toute l'Afrique. Alors, Guinée. J'ai composé cette chanson pour l'accompagner parce qu'il a beaucoup à dire. L'accompagner dans ses différents passages dans les radios pour que ce morceau ce son soit un générique pour lui. Donc j'ai pris en compte beaucoup de trucs, ramener le livre dans le quotidien des jeunes africains, créer les bibliothèques à l'intérieur de nos pays. Et parce que c'est ça, comment dirais-je, le but, c'est de faire la promotion du livre dans notre pays. Donc c'est pourquoi j'ai composé cette chanson. Les artistes agissent, il en est de même pour les agences de spectacle. Massidi Agency est reconnu pour sa force de mobilisation et d'organisation des événements à Conakry. Bouya Moko et toute leur équipe s'engagent à se mettre d'ores et déjà au service du livre tout au long de l'année 2017. Les débarcadères sont leur première cible. C'est de faire en sorte que c'est au niveau des débarcadères que les gens puissent avoir accès au livre, tout en organisant une série d'activités au niveau des débarcadères de Conakry. D'abord, on va commencer à faire un grand carnaval qui va mobiliser tous les débarcadères de la ville de Conakry. Et deuxièmement, on va essayer d'organiser un concours de piroguiers entre les différents débarcadères pour donner une certaine émulation, pour créer une certaine émulation entre cette jeunesse. La beauté guinéenne ne veut pas aussi se faire compter l'événement. À 21 ans, Elisabeth Diaye est candidate pour la compétition Miss Guinée 2017. Amoureuse de la lecture, élue ou pas, elle compte également s'investir dans la promotion du livre au cours de cette année qui s'annonce. Je compte le faire comment? En menant une sensibilisation dans les écoles, les universités, parler du livre, parler de l'événement, car c'est tous ensemble que nous pourrons faire de cet événement vraiment un événement à échelle mondiale et internationale. Plus que 4 mois nous séparent de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre 2017 et chaque jour qui passe est un pas vers la matérialisation de ce projet. Chaque Guinéen tente d'apporter sa part de contribution pour la réussite de ce rendez-vous littéraire. À Kinshasa, la situation reste tendue. La capitale est sous haute sécurité après la fin officielle du mandat de Joseph Kabila qui a lancé la composition d'un nouveau gouvernement alors que les discussions avec l'opposition et l'Église devaient reprendre demain après quelques jours de suspension. Suivez. Situation très confuse ce mardi matin dans les rues de Kinshasa. La nuit a été émaillée d'affrontements sporadiques dans certains quartiers populaires. Ils ont fait au moins un mort selon un journaliste du quotidien Le Monde. Des barricades se sont constituées à certains endroits. Des tirs nourris ont aussi été entendus à Lubumbashi, la deuxième ville du pays. Les forces de sécurité tentent maintenant de contenir la contestation contre ce qui ressemble à une provocation de la part de Joseph Kabila. Sur Internet, dans une vidéo, son principal opposant, Étienne Tshisekedi, appelle à ne plus reconnaître la légitimité du président. Je lance un appel solennel. D'abord au peuple congolais à ne pas reconnaître l'autorité du reste illégal et illégitime de Joseph Kabila et à résister pacifiquement au coup d'État qui est ainsi
accompli avec la bénédiction de la Cour constitutionnelle. Il était un peu plus de 23h50 ce lundi soir quand la télévision d'État a annoncé la nomination d'un nouveau gouvernement, juste avant l'expiration officielle du second mandat du président à minuit, et sans attendre la reprise de la médiation menée par les évêques de l'Église catholique. Les pourparlers devaient reprendre mercredi. La chancelière allemande Angela Merkel confirme l'acte terroriste. Hier soir, un camion a foncé dans la foule sur un marché de Noël dans le centre de Berlin. Le dernier bilan fait état de moins 12 morts et 48 blessés. Suivez. La police scientifique continue de s'activer sur ce qu'il reste du marché de Noël. Depuis hier soir, Berlin est comme anesthésié. En plein centre-ville, un camion a foncé sur la foule et le bilan est déjà lourd, 12 morts et des dizaines de blessés. Les habitants de la capitale sont sous le choc. Je suis très effrayée. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si je peux me sentir encore en sécurité à Berlin. Comment puis-je me sentir en sécurité? En qui pouvons-nous avoir encore confiance? Je ne peux plus. À 5 jours du réveillon de Noël, ce marché très fréquenté par les touristes faisait le plein au moment même où un camion et sa remorque ont foncé sur la foule sur plus de 60 mètres. Les autorités allemandes ont confirmé qu'il s'agit d'un attentat. Le camion a intentionnellement foncé sur la foule. 2 personnes étaient à bord, 2 hommes, celui qui conduisait le camion et un Polonais retrouvé mort sur le siège passager. Il a été tué par balle. Du côté de l'enquête, des perquisitions ont eu lieu dans un centre de réfugiés de Berlin où le suspect aurait séjourné. Dès ce matin, c'est Angela Merkel qui a réagi. Je sais que ce sera particulièrement difficile pour nous tous s'il est confirmé que la personne qui a commis cet acte était quelqu'un qui a cherché la protection et l'asile en Allemagne. Ce serait particulièrement méprisable pour beaucoup d'Allemands qui, jour après jour, agissent pour les réfugiés aussi bien que pour ces gens qui ont réellement besoin de notre protection et qui font l'effort de s'intégrer dans notre pays. Angela Merkel a réaffirmé que l'Allemagne restait une terre d'accueil et en appelle à l'Union. Cet après-midi, la chancelière accompagnée du maire de Berlin se rendra sur les lieux du drame. Il faut dire que les Allemands se sont réveillés sous le choc. Il s'agit de l'un des actes les plus meurtriers que le pays a connu. Suivez. Des fleurs, des bougies, des larmes. Ce matin, en silence, de nombreux Berlinois sont venus se recueillir sur les lieux de l'attentat. Je suis là, je devais prendre le train, mais j'avais un peu de temps. Je voulais venir me rendre compte. Hier, j'ai regardé à la télé, c'est terrible. Que voulez-vous que je vous dise? Je suis désolée pour toutes ces familles. Du très fréquenté marché de Noël de la Breitscheidplatz de la veille, on ne voit plus que quelques bâches, des policiers, des témoins qui se disent qu'ils ont eu beaucoup de chance. C'était seulement à 40 mètres. J'ai compté ce matin. C'était seulement à 40 mètres de l'endroit où j'étais. Donc, si le camion avait poursuivi sa course de 40 mètres, je ne serais plus ici. Des touristes font également un crochet par la place. Certains veulent voir à quoi ils ont échappé. On ne connaissait pas la région, vu qu'on vient d'arriver pour les vacances. Du coup, on a regardé sur Internet où se diriger. Et on nous a conseillé un plus grand marché de Noël que celui-là. Et au moment des faits, on était sur un autre marché de Noël, donc on a eu vraiment de la chance. Choqués, profondément touchés, les Berlinois sont en revanche peu surpris. La plupart se disent qu'à tout moment, le pire pouvait arriver. Ce n'est pas une surprise. D'un point de vue émotionnel peut-être, mais rationnellement, quand on y réfléchit, non. On doit vivre avec aujourd'hui, c'est comme ça. Et ce n'est sans doute pas la dernière fois. Non, ce n'est pas surprenant, on pouvait s'y attendre. Ça pouvait se passer partout. À Berlin comme à Stuttgart, on vit avec cette menace terroriste. Fin de matinée, sous haute surveillance, le camion est évacué du marché. Le quartier restera bouclé toute une partie de la journée. La mort de l'ambassadeur russe en Turquie, Erdogan et Poutine ont dénoncé une provocation visant à nuire aux relations entre les deux pays et ils ont promis de coopérer notamment sur le dossier syrien. Suivez. Des photos glaçantes. On y voit la panique de personnes venues assister au vernissage d'une exposition qui se retrouve face à un tueur. Mevlut Mert Altintas a tiré en l'air avant d'abattre froidement l'ambassadeur russe. Le Turc de 22 ans criera ensuite vengeance pour Alep.
Il sera neutralisé, tué par la police turque. Ses collègues, car on l'apprendra rapidement, l'assassin était lui-même policier. C'est grâce à son badge officiel qu'il a pu entrer armé dans la salle. Il travaillait à la police anti-émeute d'Ankara depuis 2 ans et demi. Un traître, titre ce journal turc ce matin. Agissait-il seul ou son acte était-il commandité par une organisation? On ne le sait pas encore. Ses parents, sa sœur ont été arrêtés. Dès hier soir, le président turc a condamné l'attentat. Cette attaque contre l'ambassadeur russe est une attaque contre la Turquie. Après l'incident, je me suis entretenu avec Vladimir Poutine et nous sommes d'accord. Il s'agit d'une provocation et ce ne sera pas un motif de dispute. Vladimir Poutine ne dit pas autre chose. Le crime commis est très clairement une provocation qui a pour but de torpiller la normalisation des relations entre la Turquie et la Russie et de compromettre le processus de paix en Syrie. La Syrie, précisément le sujet de négociations à Moscou ce matin, où autour de la table on retrouve Russes et Turcs. La réunion a été maintenue comme pour prouver encore que cet assassinat ne viendra pas compromettre le réchauffement des relations entre les deux pays. Mais chacun reste prudent. 18 enquêteurs membres des services secrets russes sont arrivés à Ankara. L'ambassade américaine de la ville était la cible de tirs cette nuit. Tous les ingrédients d'une crise sont là. La situation pourrait basculer rapidement. Dernier élément de cette édition, Christine Lagarde est reconnue coupable par la justice française pour négligence dans l'affaire Tapi. La décision ne l'a de toute façon pas trouvée à Paris. La directrice générale du Fonds monétaire international avait déjà rejoint son service aux États-Unis. Suivez. Christine Lagarde n'était pas à Paris pour entendre le jugement de la Cour de justice de la République. C'est de Washington que la directrice générale du FMI a appris la décision la concernant. Coupable de négligence, mais dispensée de peine. Jusqu'au dernier moment, son avocat avait espéré la relaxe. Je suis quand même assez déçu parce que nous plaidions la relaxe, donc je ne vais pas tenir une langue de bois en disant que tout va bien. Ceci étant dit, je relativise cette décision. D'une part parce qu'il y a une relaxe partielle et d'autre part parce que, encore une fois, Mme Lagarde est condamnée à rien. L'ancienne ministre de l'économie risquait jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. La Cour l'a dispensée de peine, mais considère qu'elle a fait preuve de négligence en décidant de ne pas exercer de recours en annulation de la procédure d'arbitrage entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais. Procédure qui a permis à l'homme d'affaires de toucher 400 millions d'euros d'argent public. Une dispense de peine qui fait réagir les politiques. Il n'y a pas de peine, il n'y a pas de sanction. Et ça, évidemment, ça pose la question de l'égalité des justiciables devant la justice. Mme Lagarde a été ministre. Et dans le procès, certains hauts responsables de Bercy nous ont dit qu'il faut regarder du côté du président de la République et du Premier ministre, c'est-à-dire notamment M. Fillon. Donc que M. Fillon et M. Sarkozy s'expliquent eux aussi. C'est un petit peu facile que l'arbre Lagarde cache la forêt Sarkozy-Fillon. De son côté, le gouvernement français assure qu'il maintient toute sa confiance dans la capacité de Christine Lagarde à exercer ses responsabilités au Fonds monétaire international. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Demain, mercredi, vous serez en compagnie de Bountrabe Keïta. Merci et portez-vous bien.